KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Augustin ou le Maître est là de Joseph Malègue. Un nouveau Largillier apparaissait au milieu des formes et des habitudes de l'ancien. Toujours calme, d'une gravité de paysan suisse, d'une conversation toujours générale et sans ouverture sur lui-même, ne faisant, comme on dit, de personnalité, ni sur d'autres, ni sur lui. Et tout à coup, cette communication, et de quel ton, avec quelle humilité d'hésitation, comme s'il s'agissait d'ouvrir chaque fois un peu plus, à sa grande répugnance, l'entrebâillement qui donnait sur son moi. Mais pourquoi donc m'a-t-il dit cela ? Une heure après, il traversait l'encombrement dominical du Luxembourg. Le trajet longeait des pelouses saturées d'eau, bordées de fleurs d'hiver. Le contact velouté et violent du vent lui jetait aux narines toute la pureté des brises atlantiques, venues d'un seul vol de 300 kilomètres. Il pressentit le loisir des débuts de vacances, la joie d'errer dans le vent. Pourquoi y avait-il des questions bibliques ? Et comme il serait simple que tout fût douceur, promenade, nonchalance, repos. Augustin apprit du concierge que monsieur l'abbé Bourré avait changé d'adresse, mais le concierge s'offrit à lui faire parvenir les livres. Parfait, tout continuait d'aller bien. Augustin ne tenait pas à revoir l'abbé. Le paquet de livres, une carte de visite et ses regrets. Tout était pour le mieux, merci à la providence des biblicisants. Mais à l'angle de 2 rues, il tomba sur Bourré. L'abbé marchait à grandes enjambées, dans ses bonnes chaussures lourdes et sa douillette à col de velours. Il venait de donner un salut à un petit couvent d'à côté. Il parut enchanté de rencontrer Augustin. « Non, vous n'avez pas trouvé intéressantes les brochures de Loubidou et de Leneveu ? Quelconque ? Peut-être à cause de leur grand air d'innocence. Il n'est qu'apparent. » Il écouta en silence le jugement d'Augustin. Elles présentent toutes les deux, curieusement identiques, un mélange de polémique libre-penseuse et de plaisanterie de grand séminaire. Ces choses méritent plus de distinction et de sérénité. Il souleva sa paupière de volatile, serra les lèvres, les rouvrit, et demanda subitement, comme s'il se serait enquis de l'heure d'un train. « Monsieur Méridier, combien faut-il de temps entre une licence, mettons, d'histoire, et l'agrégation correspondante ?»« Mais, comme ecclésiastique, dit Augustin stupéfait, vous ne seriez pas admis à la passer. »« Je sais bien, c'est un renseignement d'ordre général, un de mes amis ayant voulu savoir. » D'autres questions suivirent sur la possibilité de bourse d'agrégation, les perspectives qu'offrait l'université pour un doctorat sans agrégation, et d'autres questions paraissant viser, quoique de fort loin et avec bien des détours et faux chemins, une situation assez analogue à celle de monsieur l'abbé Bourré. Toute cette enquête fut menée au cours d'une marche lente, un peu d'obséquiosité déparant le ferme et secret visage. Il était plus de 7 heures quand Augustin quitta l'abbé. Il n'avait plus le temps de retourner dîner à l'école. Il erra à la recherche de quelques restaurants populaires. Au coin de la rue Soufflot et du boulevard Saint-Michel, devant les cafés qui se faisaient face, la gaieté de l'heure, le grand flux de spontanés qui ruisselait devant lui, l'enveloppèrent. Il était si las de tant de tensions mortelles. Des formes de sensibilité nouvelles et plus libres, une vie morale plus ouverte, autre chose, enfin... Autre chose ? Un courant d'air tiède sur ses landes ? L'impulsion d'entrer dans ce café, totalement imprévue la seconde d'avant, fut semblable à un lutteur qui, préparant ses muscles pour une besogne de force, ne soulèverait qu'un broc vide. Comme tous les dimanches soirs, dans les débuts de printemps, le café regorgeait de jeunes gens de tous les âges, dans tous les états de conversation, les traits modelés par un passionné mélange de vie sexuelle et de vie d'art. Près d'eux, des dames de diverses chevelures offraient une psychologie de peu d'apport personnel, toute générale, engendrée par l'économie de leur métier.
Augustin s'entendit héler. Il se retourna vers une table logée entre le mur du fond et la porte. Parmi 5 ou 6 convives dînaient Vévé et Marguerite. Il ne devina pas quel mystère financier leur permettait l'entrée de ce café plutôt cher. Les gestes de Vévé, d'une exaltation inaccoutumée, firent hésiter le nouveau convive. Vévé criait « Une place pour toi, vieux !» Les formes de sensibilité nouvelles, et plus libres n'ayant sans doute pas encore épuisé leur attrait, Augustin céda à l'invitation et s'assit dos au vitrage sur la banquette de moleskine rouge. L'un des jeunes gens lui fit place. Un garçon chauve, morne et docile, d'un coup de torchon giratoire, concentra sans les jeter les mie de pain, feuilles de salade, empattements de sauce en train de sécher, fit place nette sur la table et la recouvrit d'une serviette au pli neuf. Vévé prodiguait sur le menu des conseils diffus et ramifiés. « Mon vieux, il n'y a que si tu ne veux pas l'apéro. »« Alors je te conseillerais ce bœuf. Il y a des choux et des saucisses, mon vieux. Bah, à moins que tu veuilles commencer par un potage. » Cet aspect nouveau de vulgarité basse étonna l'invité. Jamais il n'avait vu va-t-on de la sorte depuis leur commun lycée. Il sentait la nourriture, l'alcool et les dents sales. Augustin se trouva châtié par la fameuse justice immanente et pensa que les formes de sensibilité nouvelles et plus libres eussent pu mieux choisir leur endroit. La conversation, un instant éteinte, reprit comme du feu après un coup de vent. « Nous, on est presque à l'agneau et au pouce. Mais vous avez tout le temps de rejoindre. Vous avez tout le temps de rejoindre, dit en se répétant le voisin d'Augustin, d'un ton de froideur indolente. Du train dont on marche. Puis, comme Vévé menaçait de s'étendre de nouveau sur le menu, « Va-t-on ne sait pas bien ce qu'il raconte. À votre place, je me méfierais. » Mais Vévé l'assura en 4 syllabes, dont une est l'idée qui lui activait les fonctions d'excrétion. Il ajouta, explicatif et nuançant, « Si je ne sais pas ce que je raconte, je sais toujours ça. Le reste des connaissances humaines peu me chaud. » Le nouveau venu se promit de manger vite, commanda des plats tout prêts, veau rôti, pommes de terre, camembert. « Et comme vin ?» demanda le garçon chauve. Vévé se lançait dans de nouveaux conseils. Il en savait un, mon vieux. On ne pouvait pas venir ici sans le boire. Augustin dit qu'il ne prendrait que de l'eau. Il vit Vévé amorcer avec le convive de l'extrême bout une conversation octante et hargneuse. Marguerite ne disait rien. Elle maintenait son coude sur la table et sa joue sur sa main. Sa figure était aussi pâle qu'elle pouvait l'être. Elle gardait à demeure autour de ses lèvres, sur ses beaux yeux battus, incertains et passionnés, le petit sourire par lequel elle suppliait toute chose de ne pas trop lui faire de mal, en acceptant toutefois qu'elle lui en fisse. Augustin comprit que dans sa conversation orageuse avec le bout de table, Vévé parlait de lui. Le bout de table restait sceptique. « Je vous dis que c'est le type le plus intelligent que j'ai connu. Il a été reçu premier à l'école normale supérieure. Tout ce qu'il y a de bien, du transcendant. » Confidentiel, posant en écran devant sa bouche une main aux ongles sanglants à force d'être rongés. « Il est pur, mon vieux, religieux. C'est même pas comment on fait pour nocer. » Puis il acheva son petit verre de liqueur. La justice immanente se vengeait bien. Du fond de son écœurement, Augustin, à voix basse, interrogea Marguerite. « Qu'est-ce qu'il a donc ce soir ? Il a qu'il vient de toucher up to date à Auteuil. 223 francs, 25. » Elle prononça innocemment à la française, up comme l'oiseau et date comme le fruit. Puis elle eut une quinte de toux sifflante. Elle serrait les épaules. La porte du restaurant lançait un coup de vent dans son dos, chaque fois qu'un client entrait ou sortait. « Vous êtes en plein courant d'air, Marguerite. »« Oh, ça ne fait rien, dit-elle. » Ce courant d'air périodique faisait probablement partie de la somme raisonnable de mal que les choses étaient autorisées à lui infliger. Elle expliqua que si elle voulait rester près de Paul, c'était la seule place. Quant à passer de l'autre côté, impossible.
Il eût fallu déranger le dîneur qui s'y trouvait. Paul ne l'aurait pas toléré. C'était lui qui avait placé les convives. Il avait déjà bu 2 absinthes, alors qu'il ne supportait aucun alcool. Vévé tenait un autre petit verre de liqueur dans la paume de sa main transpirante. Et il parlait en même temps au public d'un ton dominateur et marécageux. « Je peux bien vous dire, ça, c'est le coup de chance, c'est le tournant dans le voyage, le rebroussement dans la veine de mon marbre. Déjà hier une strophe vraiment réussie. » Autoritaire, presque conjugal. « Marguerite, comment donc déjà ?» Marguerite susurra. Sous un ciel, la joue dans la main, elle fixait la nappe avec une grâce triste. Vévé fit un « ha-ha » de comptable qui retrouve une erreur. Sous un ciel gris mat, strié d'hirondelles, le printemps ne sait s'il est revenu. « Ah, laissez pleurer mon cœur, me dit-elle, il fait froid ce soir et mon cœur est nu. » Il rejetait sa tête en arrière, offrait son front au baiser de l'ange, abaissait en même temps les paupières d'un air de recueillement fade. Celle de ses mains, qui ne réchauffaient pas l'alcool, caressait l'air d'une sorte de brassage onctueux. Marguerite étouffa une nouvelle quinte de toux. Vévé continuait. « Si ton cœur est nu, revêt-le petite d'un mantelet pâle aux franges d'argent. » « Monsieur ne refusera sans doute pas de vous céder sa place, » interrompit Augustin, en désignant un jeune homme inconnu, grêlé et myope, qui, de l'autre côté de Vévé, fixait méditativement l'ivrogne, le menton dans sa main. « Mais comment donc ?» dit le jeune homme en se levant. « Quoi donc ? Quoi donc ?» cria Vévé, arraché à la remémoration de la seconde strophe. Voyant que la première n'avait pas été la préoccupation unique, le cœur de la minute, il interpella Augustin dans une colère houleuse. « Je te prie de laisser Marguerite tranquille. Tu me comprends ?» Un silence total et brusque tomba sur la table, ce qui fit ressortir le bruit du restaurant avec beaucoup de netteté. Vévé bégayait de tremblantes, mais fort précises invectives. « Garde tes triomphes, ta protection, tes conseils, tes lieux carrés de pureté évangélique. Trône-y, mon vieux. Tout ton saoul. Tu m'as tout pris, l'orgueil de moi, l'énergie, tout ce qui a su taire. Touche pas à Marguerite. » Le tremblement de sa lèvre inférieure s'amplifia sur sa barbe. Il conclut d'une voix brusquement gutturale qui avait l'air de barboter et de râler au fond d'un trou. « Oh, je te fous un coup de couteau !» tandis que l'orgueil d'une rouge et virile énergie incendiait sa nuit mentale. « Vévé !» fit Augustin, blême comme sa serviette, son sang-froid luttant contre son dégoût sans nom. Mais Vévé était remonté au style noble. « Il n'y a pas de Vévé, il y a Monsieur Paul Vaton. Monsieur Paul Vaton. C'est moi. Ça fait longtemps que... La période de l'ivresse changea de demi-onde, quitta l'exaltation pour l'avachissement. Les mots ruisselaient, de plus en plus humides et bégayants. Les derniers coulèrent sur un petit filet de salive. « Que Marguerite tourne depuis longtemps autour de toi. Oh, elle me méprise. Elle me méprise. » L'ivrogne laboura sa chevelure. De grasses mèches latérales pendirent entre ses doigts. Ses 2 coudes sur la nappe, ses épaules secouées de hoquet, il monologuait. « Elle me méprise. Elle me méprise. » Comme Augustin jetait sa serviette pour partir, il fit luire dans les yeux de Marguerite une immensité de supplication et tout l'éclat des larmes. Mais en même temps, des mots étouffés et impérieux tombèrent de haut sur sa tête. « Il faut emmener ce monsieur. Ce n'est pas le genre de la maison. On va vous chercher un fiacre. » Marguerite, dressée et livide, demanda. « Ça fait combien ?»
Debout, près d'une sorte de gérant, le garçon chauve, bon liquidateur, institua un compte rapide bloquant les 2 notes pour plus de sûreté dans le recouvrement. Ce monsieur et vous deux avez consommé 44 francs 25. Avec une reconnaissance éperdue, Augustin se rappela le billet de 50 francs, maintenu dans son portefeuille pour les grandes occasions et toujours intouché. Il avait à boire cette lie jusqu'au bout. Une zone de silence et d'attention se propageait derrière son dos vers les tables immédiatement voisines. « Viens, mon petit Paul, » disait Marguerite. « Tu es souffrant. Tu n'es pas bien. » Aidée de l'inconnu grêlé et myope, elle l'entoura de ses bras, le souleva de la banquette. Pendant que le garçon chauve offrait une collaboration parcimonieuse et désapprouvante, le patron se retourna pour occuper l'attention des tables voisines et expliquer d'un petit ton détaché que c'était un monsieur qui venait de se trouver un peu souffrant. « Oh, elle me méprise !» sanglotait Vévé, qui avait évidemment trouvé un thème sentimental lui plaisant. « Marguerite, va, laisse-moi, quitte-moi, Marguerite, va à lui. Reçois-la de moi, accepte-la de moi, je serai heureux. Oh, heureux, je suis soûl de la vie. » Supporté par Augustin et par l'inconnu, il dodelinait de la tête et pleurait franchement dans sa barbe blond-jaune en répétant qu'il serait heureux. Augustin entendit en passant « Il s'appelle Popol, il a dit qu'il est saoul. » Un monsieur de beaucoup d'esprit prononça « Il a le nez creux et le ventre plein. » Une dame rousse rit avec sécheresse et hauteur. En définitive, tout se passait mieux qu'on eût pu le craindre. Vévé continuait de tournoyer dans une crépusculaire euphorie. Le garçon chauve restait distant. Son index reposait sur la poignée de la porte. Il donna en passant un coup de main dédaigneux, accompagnant Augustin du bout de l'ongle, sans doute pour lui confirmer la direction où il trouverait le fiacre, ou pour protéger leur marche par l'influence émanée de son doigt. Le monsieur grêlé était entré au café. Quand Vévé fut dans le fiacre, Marguerite près de lui. « Ne me laissez pas seule, fit-elle. Je ne pourrais pas le monter. » Cette douce figure blanche le suppliait de nouveau de toutes ses puissances de pathétique. Augustin dit « Évidemment. » Il s'assit sur le strapontin en face d'elle. Tendant le poing au dos du cocher, l'ivrogne parlait à mots confus et solennels. « Tout ça, c'est la faute de Dieu. Je l'ai prié en me frappant le cœur. » Et il montrait comment il avait fait. Après quelques balbutiements boueusement inintelligibles, il atteignit une belle apostrophe emphatique. « Muet, aveugle et sourd aux cris des créatures !» Il interpellait la lévite du cocher. Un mélange de pleurs et d'autres saletés continuait de déshonorer sa barbe. Augustin évitait de le regarder. Il demanda d'une voix sourde. « Est-ce qu'il est souvent ivre, Marguerite ?» « Malheureusement, quelquefois. Et le lendemain, il est honteux, honteux. » Il remarqua qu'il venait de mettre de côté l'appellation mademoiselle pour la nommer avec une douceur toute simple, par son prénom ingénu. La première fois ? Mais non, pas la première fois. Pendant le dîner aussi, il l'avait appelée Marguerite. Il la trouvait malheureuse, émouvante. Il se sentait une sourde envie de se dévouer, un peu de chaleur au cœur. La phrase ignoble « Reçois-la de moi » l'agitait encore. Peut-être eût-il dû montrer plus de réserve dans l'usage du prénom, mais il ne pouvait pas la désappeler maintenant. Comme le fiacre, tournant le Panthéon, arrivait rue Blainville. Marguerite, penchant vers lui son visage laiteux et tendre, inclinant la tête sur l'épaule, lui dit, avec un abandon qu'augmentaient ses yeux qui ne regardaient rien. « J'ai bien su, allez, que vous lui aviez dit de m'épouser. » Vévé entretenait avec lui-même un dialogue au-dessus de la terre. « C'est ce qu'il a de mieux à faire, dit Augustin, en exagérant la raideur. Puis, trouvant le conseil court et le silence subi, il allongea la phrase.
Ne le laissez pas boire, faites-lui travailler son examen, il n'est pas difficile. Qu'il renonce à ses vers pour quelques années. Vous aurez une petite place sûre, de professeur, en un collège de province, une vie tranquille. Il arrêtera ses vers, dit Marguerite frappée au cœur. Oui, et le monde continuera de tourner. Le fiacre s'arrêta. Augustin paya 1,75 francs, reçut d'un geste quelconque les protestations confuses de Marguerite. Vévé montait mieux qu'on eût pu supposer les marches de l'escalier cordial. La jeune fille le suivit, frileuse, frêle et sans poids. Augustin sentait pour elle une piété brûlante. Il se dit qu'il venait d'être dur, que son conseil la jetait à une ganache. Il s'imagina marcher sur le corps d'une Marguerite docile et sans résistance, acceptant que de cela aussi, les choses eussent le droit de la faire souffrir. Non les choses, mais son avis à lui. Lui aussi disait « Reçois-la de moi ». De cette psychologie compliquée et instantanée, fort heureusement, rien n'était sensible à Marguerite. Vévé, continuant de se hisser, serrait à pleine main la crasse collante de sa corde. Devant la porte marquée « Va-t-on, homme de lettres ?» Marguerite tira la clé et l'homme de lettres appuya au chambranle son vertige et ses nausées. Il rentra. La jeune fille se retourna vers Augustin, avec cette timide et indécise grâce où se mêlent la réserve et l'offrande, lui sourit, voulut parler, hésita, dit brusquement merci et ferma sa porte. Augustin redescendit en tâtonnant, dans l'escalier sans gaz qui sentait les plombs, les repas et les latrines, comme à ses visites de Saint-Vincent-de-Paul. Il s'en allait de fort peu que ces odeurs et cette obscurité ne fussent une bonne représentation de son propre cœur. Vous aurez une petite vie tranquille, à condition que tous les facteurs sociaux, physiologiques et moraux s'y prêtassent, et cela faisait beaucoup. Il pensa à l'infinie petitesse d'énergie dont disposait ce misérable pour remuer cette immensité. Cette préoccupation de Dieu et des rigides règles, à supposer qu'elle ne fût pas purement littéraire, se réduisait à une très petite fraction de cette petitesse, un infiniment petit du deuxième ordre. Dieu ne lui parut pas, comme lors des chants, chez les bénédictines, tout près de la conscience humaine et frappant à la vitre, mais prodigieusement loin, même dans le royaume de l'effort moral, enfoui à d'inatteignables profondeurs sous des monceaux de déterminisme. Il portait aussi un autre sentiment qu'il ne voulait pas voir, des sollicitations tendres et chimériques dont la chaleur lui fouettait par bouffer la figure. 10h30 du soir. L'école dormait. Il avait été facile à Augustin de se relever sans bruit et de rentrer dans sa turne déserte. Il sentait une insomnie tenace, un grand dégoût de lui-même, la volonté d'en finir, de nettoyer tout. Vévé, la critique biblique, tout. Un appétit physique de choses nettes et de recommencement. Bien seul, tous ses papiers ouverts et ses notes en petits tas, il lisait et écrivait. À quelque distance sur la même table, se trouvait une théière, une lampe à esprit de vin et la boîte à petits gâteaux de Brûle. 2 chemises de notes s'étalaient sous sa main. Une grosse bleue, avec le titre général « Dépouillement », comportait des subdivisions et des catégories. Sur l'autre, de couleur bistre, figurait un mot grec. L'habitude de ces appellations, pédantes, datait de sa philosophie et s'était continuée pendant tout le temps du lycée. À cette époque, Augustin intitulait « Hulé », toute note n'ayant pas directement un devoir scolaire pour objet. Cette chemise bistre s'appelait « Latébiosas », au-dessous de quoi la traduction « Cache ta vie » se devinait encore au crayon. Chacune de ces désignations remontait à la même époque. Augustin avait simplement fait resservir ses vieilles chemises
dont toute saveur de pédantisme se trouvait depuis longtemps exhalée. Prise sur lui-même, les notes de la chemise bistre étaient en général abstraites et hors des dates. Rien n'indiquait leur temps. De quelques-unes, il se rappelait les circonstances et le pays moral. Pour beaucoup, ces détails s'effaçaient. Les analyses subsistaient suspendues à rien, alors qu'à leur naissance, elles présentaient un relief qui avait à ses yeux tenu lieu d'état civil. La vie spirituelle, dont la possibilité m'a frôlé, ceci identifia Augustin, est une allusion à ma crise de Pascal, à ce que j'ai longtemps nommé l'appel. N'est pas aller plus loin que les premiers pas. Aucun motif d'absence de foi, mais le goût de l'indépendance dans ma pensée et dans ma vie. J'en garde cependant le vif attrait. Suivez une phrase de quelques mots raturés. Augustin date tout de suite. Première année de vétérance, octobre ou novembre. On devine vaguement la phrase raturée. Goût de la vie et de sa richesse, que Dieu m'enlèverait. Et ceci, ultérieur sans doute. À travers la littérature et toute la sensualité contemporaine, ma sensibilité n'a pu rester toujours propre, contrairement, je crois, à l'argilier. Secousses, crises, purement internes, ici des dates, des titres de livres particulièrement secouants. Ma conduite s'est gardée nette. Est-ce fréquent? Je ne sais. Pas de statistiques. Ces secousses dominées, lavées, confessées. Motif? La grâce de Dieu, évidemment. Mais par quel mécanisme psychique? Sans doute suis-je trop intellectuel. Une sorte de dureté, de mépris du sensuel, surtout vu chez les autres. Je me rappelle certains moments du Cantal. Et un motif peut-être aussi fort, le goût vif, presque physique, que mon cœur soit comme du linge raide et lessivé, empilé droit sur des rayons d'armoire, rigidement classés dans les chambres de Dieu. Quelle littérature emphatique! Je devais être jeune, conclut Augustin. Cette fiche-là paraît ancienne, plus que je ne pensais. Mais voilà qui est plus récent. C'est de l'argilier qu'il s'agit. Du reste, il est assez mêlé à toutes ces notes. Il a toute l'immensité scientifique pour y appuyer son mépris. Quel mépris? Je ne me souviens pas. Orgueil. Le titre est souligné. Je crains de m'expliquer avec une note de faveur pour moi-même ou de défaveur. Moins orgueil que joie de vivre. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Augustin ou le maître est là de Joseph Malègue. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.